Nous allons entamer notre dernière plénière, notre dernière ligne droite, et nous avons une guest star qui va intervenir. Elle n'est pas sur le planning, mais nous sommes heureux de l'accueillir, et faites du bruit pour Aude Caria qui va vous parler des sismes. Bien. Vous m'entendez? Bientôt l'Olympia. Alors, normalement, si Aurélien est dans la salle... Ah, voilà, parfait, parfait. Donc, je remercie les organisateurs de ces journées de me donner un petit temps pour vous parler des semaines d'information en santé mentale, dont Santé Mentale France est un des grands porteurs, avec d'autres. Je peux appuyer sur un truc pour... J'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui participent déjà au sisme, ici. Oui, ouais, super. Alors, j'ai un truc danger. Voilà. Plus proche du micro. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, voilà l'ensemble des partenaires à jour du collectif national des semaines d'information santé mentale. Donc, pour information, depuis 2013, c'est Psycom qui coordonne le secrétariat général des semaines d'information santé mentale. Donc, c'est pour ça que je suis là pour vous en parler. Donc, presque 30 partenaires. En 2022, c'est la Fédération nationale d'éducation promotion de la santé qui nous a rejoints. À la fin de l'année dernière, c'est l'UNICEF. Donc, ce n'est pas n'importe qui, hein, qui s'est engagé depuis quelques années dans la santé mentale des enfants, enfin la promotion de la santé mentale des enfants, qui a rejoint le collectif national. Et en 2023, France Dépression. Voilà, donc on arrive à presque une trentaine de partenaires, dont Santé Mentale France, dont tous ceux que vous voyez là. Les sismes 2022, c'est plus de 1200 événements. Il y a eu une augmentation de 134% des événements organisés par rapport à l'année précédente. Donc bravo à toutes et à tous. De plus en plus, ce sont des collectifs sismes locaux, des CLSM, des conseils locaux de santé mentale, qui s'impliquent fortement dans la mobilisation locale. Et il y a eu près de 400 articles dans les médias. Les outils qui sont produits par Psycom pour le collectif, argumentaires, communiqués de presse, affiches, guides méthodologiques pour aider à monter des actions, sont aussi fortement téléchargés. Ça, c'est une petite répartition des événements qu'on peut avoir grâce au fait que chaque organisateur, organisatrice remplit le site, remplit ses événements sur le site. Donc c'est sous-évalué parce qu'on n'a pas un taux de remplissage à 100%, donc je vous invite à le faire parce que ça permet de donner de la visibilité aussi à vos actions. Ça, c'est les retombées presse. Pour la première fois l'année dernière, il y a eu les médias nationaux qui se sont emparés des sismes. Donc ça, c'est aussi un indicateur intéressant du fait que la santé mentale devient de plus en plus un sujet intéressant pour les médias nationaux. Avant, c'était surtout les médias locaux qui relayaient. Pour information, on vient de sortir le bilan national des sismes 2022, donc qui détaille tous les chiffres que je vous ai présentés. Et on a pris le temps aussi de faire un document complémentaire qui met en avant des expériences inspirantes. Donc il y a eu beaucoup de choses sur différents territoires et on a recensé vraiment des choses très très intéressantes avec des témoignages. Sans doute parmi vous, il y en a qui sont dans ce document complémentaire. Et je terminerai en vous parlant donc des sismes de 2023, donc qui sont programmés du 9 au 22 octobre, donc autour de la Journée mondiale de la santé mentale, sur le thème « À tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit ». Donc vous pouvez vous emparer de cette thématique-là, puisque c'est ouvert à toutes et à tous, la prise d'initiative est libre. Et on a anticipé, pour permettre aussi de se projeter déjà en 2024, et le collectif national a tenu compte de l'actualité des Jeux Olympiques qui va fortement mobiliser tout le monde et du lien important, on l'a évoqué ce matin, entre la santé mentale et la santé physique, le nombre d'études qui se multiplient pour montrer l'impact positif d'une activité physique sur notre santé mentale. Et donc en 2024, ça sera en mouvement pour notre santé mentale. L'argumentaire est déjà disponible. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir à vos actions. Et merci à Santé Mentale France pour son engagement. Eh bien, sans transition, j'ai le plaisir de vous présenter
notre grand témoin, et jamais ce titre n'a été aussi bien porté quand je le... Julien Dufief, je me suis mis debout pour que vous voyez à quel point c'est un grand témoin, et donc qui va nous parler depuis la Maison Perchée de son expérience de baroudeur dans le champ de la santé mentale et d'autres. Baroudeur, j'adore. Alors j'ai envie de commencer par une petite anecdote. Hier, j'ai pris le train pour aller de Paris à Pau. Et puis, en arrivant au wagon-bar, où j'arrivais pressé, stressé, parce que j'avais failli rater le train, j'ai senti cette odeur de javel que j'ai connue, que certains d'entre vous ont connue dans les hôpitaux psychiatriques. Et ça m'a replongé 5 ans en arrière, quand j'étais dans cette chambre, dans un hôpital psychiatrique parisien, dans lequel je suis resté 1 an et demi. Ça m'a permis de me remettre un peu en situation malgré moi. Donc bonjour à toutes et à tous, moi c'est Julien, je suis père aidant à la Maison Perchée, bénévole à la cafette associative de l'association, 2 après-midi par semaine, et je fais aussi des sensibilisations en entreprise et en école avec la Maison Perchée. Je tiens à remercier tout d'abord Santé Mentale France pour leur invitation à cet événement, et en particulier Jean-Philippe Cavrois et Nelly Delinotte d'avoir pensé à moi. Si vous le permettez, je vais vous raconter un petit bout de mon histoire. Alors moi, j'ai un parcours d'études qu'on pourrait qualifier de brillant, entre guillemets, mais j'ai fait lycée parisien, prépa, école de commerce. Donc je n'étais pas préparé à ce que j'allais vivre, puisque j'étais lancé dans la vie à 200 km/h. Et puis j'ai pris une claque, et elle s'appelle psychiatrie. En 2016, j'étais hospitalisé pour la première fois dans une clinique de l'Ouest parisien, dans laquelle je suis resté 1 mois et demi, et j'ai été tellement médicamenté que j'ai commencé à faire des grosses crises d'angoisse qui me suivent encore aujourd'hui. Le diagnostic est aussi tombé lors de cette hospitalisation, bipolarité type 1. On m'a annoncé ça comme si, voilà, on m'annonçait qu'il allait faire beau demain. Donc, tout ça pour vous dire que j'étais lancé et puis que tout d'un coup, cette chape de plomb me tombe dessus. Je suis bipolaire, je vais prendre un traitement à vie. Alors, je ne vais pas être tout de suite dans l'acceptation de mon trouble. Je vais mettre du temps, énormément de temps, enfin, plusieurs années en tout cas, pour l'accepter. Donc, je ne vais pas être dans la coopération avec le corps médical, ce qui va me conduire à faire plusieurs autres hospitalisations, une d'1 mois et demi, puis une d'1 an et demi, dans un hôpital psychiatrique parisien, sous contrainte. Suite à ça, donc, je vais rester 1 an et demi dans cet hôpital psychiatrique, complètement désocialisé, déprofessionnalisé, avec des permissions de sortie, heureusement. Donc je rentre en mars 2017 et je sors de l'hôpital en mai 2018 et je pars faire le chemin Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 1 mois et demi. C'est la libération. Je sors de l'hôpital psychiatrique, tout va mieux. Malgré quelques rechutes, je vais connaître un foyer de post-cure thérapeutique dans lequel je vais rester 2 ans, un appartement thérapeutique, plusieurs hôpitaux de jour aussi, l'hôpital de jour du CMP du 7e arrondissement, ainsi que celui de la Fondation de l'Élan Retrouvé, rue de la Rochefoucauld à Paris. Et va commencer en 2019 ce que j'appelle aujourd'hui, mais que je ne savais pas à l'époque, mon parcours de rétablissement. Mon parcours de rétablissement va commencer en passant la porte du Clubhouse à Paris, association dans laquelle je vais passer 2 ans à me rétablir. Je vais essayer pendant cette période de retrouver une vie normale, avec, j'appelle normale, une identité, un travail, voilà, tutti quanti. Et puis, je vais à peu près y arriver, je crois, puisque je trouve en 2019 un travail dans une grande entreprise dans laquelle je vais rester 2 ans. Alors tout ça teinté de, évidemment nuancé, hein, puisque c'est pas non plus la maxi joie, vous pouvez vous en douter, mais en tout cas le parcours dans lequel je suis s'avère de plus en plus positif pour moi. Alors aujourd'hui, je suis très investi à la Maison Perchée, j'ai 3 psychiatres,
Voilà. Alors, pendant cette hospitalisation d'1 an et demi dont je vous parlais, j'ai oublié de vous dire que j'ai fait une tentative de suicide assez grave et que j'ai appris il n'y a pas longtemps que mon ancienne psychiatre que j'ai eue pendant 3 ans m'avait aussi diagnostiqué borderline. J'ai appris il y a 1 mois en refaisant mon AH. Donc, j'ai aussi ce diagnostic-là. Cette période d'1 an et demi en hôpital psychiatrique était évidemment très compliquée, même si j'avais des permissions. J'ai presque eu le sentiment en fait que j'attendais à quelque chose quand j'étais hospitalisé, vu la violence que ça pouvait être, puisque j'ai connu aussi la contention. J'étais hospitalisé sous contrainte et j'avais presque l'impression, comme je vous dis, d'avoir attenté à quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est que ce quelque chose ? On reviendra dessus. Mais d'un autre côté, je sympathise avec des infirmiers et des infirmières. Je me souviens avec émotion de Jackie, de Laurent, de Christelle, d'Alexandre, d'Oriane, avec qui je passe beaucoup de temps à parler, à essayer de comprendre mes crises d'angoisse, à essayer de les désamorcer. Ce sera mon principal problème pendant cette longue hospitalisation, puisque je n'ai pas de traitement de fond pour les soigner, j'ai juste quelques anxieux en si besoin. Le contraste entre 2015, où je suis sur la fin de mes études à Shanghai, un brin influencé par le discours élitiste qui règne dans les écoles de commerce, et le contraste avec l'année 2017, au cours de laquelle je vais côtoyer le service de chirurgie maxillofaciale de la Pitié-Salpêtrière à cause d'une tentative de suicide. Évidemment, ce contraste est assez important. Alors, la Maison Perchée, quelle est cette association, quel est ce nouvel acteur qui arrive dans le paysage psychique français? Alors, c'est une association non médicalisée, cofondée par des personnes concernées, puisque 3 personnes sur 4 qui ont cofondé l'association sont des personnes concernées. C'est un lieu d'accueil pour les 18-40 ans, schizophrènes, borderline et bipolaires, ainsi que leurs proches. À ce titre, nous avons 2 programmes d'accompagnement, la Canopée pour les personnes concernées et la Boussole pour leurs proches. Ainsi, aujourd'hui, nous avons plus de 300 membres, 12 personnes qui travaillent à la Maison Perchée, et on essaye de garder la proportion de 60% de personnes concernées et 40% de personnes non concernées par un trouble psy pour faire tourner l'association. Quand j'ai rencontré la Maison Perchée, ça a été une évidence. Je me suis dit, mais oui, évidemment, c'est ça en fait. Une approche qui soit positive, dynamique et aussi jeune du rétablissement, puisque pour l'instant, dans les structures où j'avais été, hôpitaux de jour ou d'autres, il y avait moins de jeunes. Alors pourquoi 18-40 ans? Ça peut sembler un peu farfelu comme ça. Pourquoi 18-40 ans? Pourquoi pas les autres? Eh bien, tout d'abord parce que quand les cofondateurs ont créé la Maison Perchée il y a 3 ans, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas grand-chose pour les jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. Et puis en plus, c'est un âge stratégique, on le sait, puisque ça va être l'âge du déclenchement souvent du trouble. Ça va être l'âge des premiers amours, des études. Donc c'était intéressant de créer une association qui soit vraiment faite par et pour les jeunes. Ensuite, une des deuxièmes missions de l'association, c'est de sensibiliser le grand public, les médias, les entreprises et les écoles aux troubles psychiques. De nombreuses entreprises font appel à nous pour cela. Et par les réseaux sociaux, nous revendiquons plus de 18 millions de vues de nos vidéos, 5000 personnes qui suivent notre page Instagram et 10 000 qui suivent notre page Facebook. Afin d'éviter l'entre-soi, nous avons une cafette associative au sein de l'établissement que nous avons ouvert le 7 février, puisque ce qui est important pour nous, ce qui fait aussi partie de notre ADN, c'est que nous sommes une plateforme qui fonctionne sur Internet. C'est-à-dire que n'importe où vous êtes, que vous soyez en Guyane, au Québec, à Marseille ou à Paris, vous pouvez être membre de la Maison Perchée et jouir pleinement de ce que nous proposons grâce à nos outils en ligne. Et comme je vous disais, nous sommes dotés d'un lieu qui est ouvert le 7 février de cette année, dans lequel nous recevons le matin tout le monde et l'après-midi les membres.
Nous fonctionnons grâce à la paire aidance. C'est voilà, c'est très important à la Maison Perchée puisque c'est le cœur du réacteur. Nous avons plusieurs types de pairs aidants. Des pairs aidants qui animent nos groupes de parole, les pairs aidants qui modèrent nos supports informatiques, les pairs aidants qui accueillent à la Maison Perchée les personnes qui veulent devenir membres, vérifient qu'elles ne soient pas en crise et qu'elles soient alignées avec le projet de la Maison Perchée. Et si besoin, évidemment, nous réorientons. Moi, je suis plutôt père aidant informel, c'est-à-dire que je suis sur le lieu, j'accueille et je réoriente si besoin les personnes. Un adage qu'on entend souvent à la Maison Perchée, c'est « servir pour guérir ». C'est-à-dire que nous n'aspirons pas à être une plateforme professionnalisante, néanmoins, c'est un bon aperçu pour les personnes qui veulent devenir médiatrices santé père. En chiffres, ça donne 1500 personnes qui ont été soutenues, 350 nids qui ont été réalisés, donc 350 personnes qui ont bénéficié de la possibilité de parler avec un père aidant pendant 45 minutes. Moi, ce que j'ai aimé quand je suis arrivé à la Maison Perchée, c'est un peu cet effet Madeleine de Proust que j'ai trouvé là-bas, c'est-à-dire la maison, ça sonne vraiment familial, ça sonne joyeux, ça sonne poétique, et ce nom m'a tout de suite parlé. C'est un peu notre maison, en fait. Alors, j'aimerais prendre un peu de hauteur maintenant. Qu'est-ce qui m'a aidé, en fait, entre toutes les institutions que j'ai pu côtoyer, à la fois les institutions publiques, les institutions privées, médicalisées, non médicalisées, associatives, et même peut-être le monde de l'entreprise, puisque quelque part, j'ai essayé aussi pour mon rétablissement de me réinsérer dans le monde professionnel. Alors je dirais qu'elles m'ont, tout d'abord, elles m'ont toutes servi. Dans toutes les institutions où j'ai été, j'ai trouvé quelque chose. À l'hôpital de jour de l'Élan Retrouvé, j'ai trouvé mes premiers amis que je n'avais pas eu depuis longtemps. Je n'avais pas créé d'amitié depuis très longtemps. Au foyer de post-cure, j'ai pu tout simplement trouver un toit, ce qui était important aussi. Au CMP du 7e, j'étais rassuré par les infirmiers et les infirmières, notamment Chamine, Laurent et Isabelle surtout, qui, je me souviens, avant des vacances où j'avais peur, à laquelle j'avais peur d'aller, elle m'a dit « Non mais vas-y, c'est pas grave si t'es stressé, ça ira ». J'y suis allé et grâce à elle, c'était souvent comme ça, j'arrivais à me lancer en fait dans les diverses activités auxquelles je participais. Dans d'autres associations, j'ai trouvé des gens qui m'écoutaient, des gens comme moi aussi, des gens qui ont des parcours de vie chaotiques, mais qui se sont rétablis, avec des histoires positives sur leur rétablissement, et qui m'inspiraient et qui m'ont permis, moi, à mon tour, de me rétablir. Donc, je ne vais pas commencer à épiloguer sur la nécessité d'un parcours de soins ou de traitement. Évidemment, c'est la base, on s'entend. J'insiste sur le côté complémentaire des structures médicalisées et non médicalisées, ainsi que de la porosité entre les institutions. Si j'ai pu aussi bien me rétablir avec le temps, c'est parce que j'ai pu barouder, comme tu disais, d'une institution à l'autre. Ce qui m'a permis en fait d'aller m'outiller pour me rétablir. Je dirais qu'il y a 3 étapes dans mon rétablissement. La première, c'est d'aller toucher le fond. La deuxième, c'est toucher le fond c'est la Pitié-Salpêtrière après une grave tentative de suicide. La deuxième, c'est d'aller donner un grand coup pour remonter à la surface. Et la troisième, ça a été de me maintenir à la surface. Et ça fait, je dirais, entre 2 et 3 ans que je me maintiens à la surface, et c'est quand même pas mal. Néanmoins, j'ai pu constater à certains moments que la logique médicale pouvait mal s'accommoder de l'empowerment. Elles sont un peu contraires. La logique médicale veut avoir la main. L'empowerment, c'est le jaillissement, c'est la surprise. Alors, je dis aujourd'hui au corps soignant de laisser la place, évidemment, aux personnes pour qu'elles puissent devenir acteurs de leur parcours, puisque c'est à partir du moment, moi, où j'ai pu devenir acteur, que mon rétablissement est allé beaucoup plus vite. Voilà, excusez-moi. Et enfin,
pour conclure, encore une fois, je dirais que toutes les institutions sont pour moi nécessaires. Dans le rétablissement, en fait, il faut qu'on puisse se saisir d'un maximum d'outils. Et j'insiste aussi sur le côté dynamique du mot institution. Il y a sion à la fin, comme globalisation ou plein d'autres mots. Le rétablissement est quelque chose de non figé, d'évolutif et de dynamique. Voilà, excusez-moi. Évidemment, je ne vous cacherai pas que l'hospitalisation sous contrainte est quelque chose d'immensément dur à vivre, puisqu'elle a pu entraîner chez moi une colère importante. Et comme je vous disais tout à l'heure, et je reviens dessus, j'avais l'impression d'avoir attenté à quelque chose ou à quelqu'un. Mais quel est ce quelque chose ou ce quelqu'un? Eh bien, j'ai eu la réponse il n'y a pas si longtemps que ça, en lisant un livre d'une anthropologue française qui s'appelle Nastasia Martin, qui est partie étudier, ou plutôt vivre avec une tribu dans le Kamtchatka russe. Et après avoir assisté à un enterrement dans le plus simple apparat, elle écrit ces mots. « La société moderne est malade de distance, de cet abîme qu'elle a laborieusement creusé entre elle et tout ce qui menaçait son intégrité, ces grands autres terrifiants car incontrôlables. » Eh bien, j'ai tout de suite pensé évidemment à la folie, à la pathologie et à la menace qu'elle représente pour l'ordre. Voilà. Alors qu'il y a, je vous l'assure, une beauté dans la folie, et elle n'est pas nécessairement synonyme de souffrance. Moi, aujourd'hui, j'ai une petite auto-entreprise en communication. Je pars en Norvège dans 2 jours pour faire du woofing pendant 1 mois. Je fais beaucoup de choses, je suis investi dans beaucoup d'associations, encore une fois, à la Maison Perchée. J'ai envie de dire aux institutions, merci pour les roses et merci pour les épines. Merci à vous.